Parfait. Donc, deuxième session, gouvernance et mobilisation internationale. Je crois que je t'ai mis là, mais voilà. Bonjour, ça va bien. Ouais. Alors, bonjour François Espio donc de l'AFD et Stéphanie Ciambiano de Paris 1. Je vous ai cité tout à l'heure, mais je crois que vous n'étiez pas arrivé. Donc voilà, donc, j'avais remercié l'AFD d'avoir accepté de participer à cette journée. Voilà, on vous laisse les micros. Vous avez compris comment ça marche? Oui. 180 secondes, tout ça, c'est bon. Oui, c'est bon. Rebonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Stéphanie Ciambiano, je suis politiste à Paris 1 et donc je suis ravie de co-modérer cette session avec François Esmio de l'AFD. Donc, on a dans le programme décidé de regrouper dans cette session toutes les interventions qui portent sur les enjeux de gouvernance et de mobilisation internationale. Donc, ce sont évidemment des questions importantes dans la mesure où la santé mondiale et l'approche One Health ont en commun d'appeler, je dirais presque par nature, à des approches collectives et donc forcément à des approches de mobilisation et de gouvernance, puisque qu'il s'agisse de santé mondiale ou d'approche One Health, on va retrouver à chaque fois des éléments communs. D'abord, cette idée d'une diffusion des problèmes de santé ou des problèmes environnementaux au-delà des frontières des pays qui les ont vus émerger, donc une dimension vraiment transnationale de leurs déterminants avec des facteurs de risque de santé ou de climat qui sont profondément mondialisés et interconnectés. Ensuite, la nécessité pour l'une et pour l'autre d'une approche multi-acteurs et multidisciplinaire, on l'a déjà évoqué. Voilà, la santé mondiale n'est pas seulement une affaire de médecins ou de biologistes, la santé animale n'est pas seulement une affaire de vétérinaires, l'environnement pas une affaire de climatologue, etc. Et donc, on a besoin que ces différentes disciplines se parlent. Et donc, c'est évidemment tout l'objectif de cette journée. Il s'agit bien de désiloter, pour reprendre, si j'ai bien compris le mot, un peu fil rouge de la journée. Et puis enfin, troisième élément, c'est que l'une et l'autre, santé mondiale et approche One Health, on retrouve dans ces dans ces deux espaces, on va dire, une forme d'incapacité des acteurs et des États à réguler seuls ces problèmes, d'où la nécessité de travailler ensemble au plan international, mais aussi au niveau le plus local. Donc, comment faire monter un sujet à l'agenda, comment agir collectivement, comment prioriser les problèmes, comment coordonner les acteurs. Donc, c'est vraiment tout l'objet de cette session sur gouvernance et mobilisation. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant d'organiser cette session dans une logique progressive. Donc, on va passer de la gouvernance la plus locale vers la gouvernance la plus globale au niveau international. Et donc, on va avoir une première, par exemple, présentation qui va parler de gouvernance au sein d'un CHU allemand. Et on va terminer sur des réflexions beaucoup plus globales liées aux organisations internationales. Et donc, on va au fur et à mesure de la session monter en globalisation, je dirais, au niveau international. Voilà, donc peut-être avant de donner la parole aux différents panélistes, on en aura 9, donc le timing va être un peu plus serré que sur la première session. Je voudrais donner la parole à Lauriane Barbier de la Fondation Une santé durable pour tous, qui va nous parler du forum OSH en particulier. Lauriane. Bonjour à tous. Je veux d'abord vous remercier de cette invitation. François Dabis du réseau Frog et bien sûr Stéphanie qui nous connaît bien puisqu'elle fait partie des fondateurs du forum OSH. Donc, le forum OSH est né pendant la pandémie en 2020 d'une réflexion globale, en fait, au départ informelle entre des experts de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement, de la biodiversité, pour justement créer des passerelles entre ces différentes santé, puisqu'il y avait effectivement des silos qu'il fallait décloisonner. Donc, le forum est né de cette initiative. Donc, et ensuite, elle a été formalisée autour d'un forum OSH qui associe des experts de ces trois santé. Aujourd'hui, nous avons à peu près 80 à 100 experts provenant de ces différentes santé et même plus largement de disciplines comme l'urbanisme, l'anthropologie, la sociologie, qui associent les thématiques de santé. On en parlait tout à l'heure sur l'urbanisme, ville-santé. Donc, il est important de créer ces passerelles. Nous avons également des organisations associées qui endossent les recommandations de ces experts. Donc,
En 2021, 6 groupes de travail ont été lancés, avec, au bout de 2 ans, une publication, la déclaration une santé durable pour tous, qui synthétise les recommandations. Et nous sommes sur notre 2e biennum de travail avec 10 groupes de travail internationaux. Et l'idée, c'est de partir sur une démarche beaucoup plus opérationnelle, c'est-à-dire comment finalement on est parti de recommandations théoriques à la pratique, la mise en pratique. Donc, les groupes de travail aujourd'hui œuvrent à initier des projets de terrain, des projets pilotes qu'on souhaite soutenir avec la Fondation de santé durable pour tous, qui est née pour porter les initiatives du forum. Et donc, en fait, par rapport à ce travail, nous avons vu émerger des besoins très forts en formation. La première demande venait des entreprises initialement voilà, la thématique santé était abordée sous un certain angle, hein, la santé au travail, mais le One Health était très peu pris en compte. Et on a commencé à avoir des demandes dans ce sens, notamment des entreprises de santé, des entreprises agroalimentaires, etc. Donc, nous avons initié un webinaire l'année dernière, un partenariat également avec Santé en entreprise. Et l'idée était de commencer à sensibiliser les entreprises sur cette thématique, sachant que c'est un argument de poids pour la transformation des modèles d'entreprise. La deuxième demande qui a émergé, c'est une demande des fondations. Donc, la Fondation de France nous a explicitement demandé de travailler à cette sensibilisation auprès des fondations qui travaillent, par exemple, sur l'environnement ou la santé, et pour créer justement et sensibiliser sur les passerelles à créer entre le climat, la santé, les pollutions, toutes ces dimensions du One Health et du Planetary Health. La troisième brique, ce sont les pays qui commencent la demande, on va dire, nationale et locale de sensibilisation. Nous travaillons avec des organisations dans différents pays du monde et qui commencent à créer des task force One Health, et ils ont besoin d'accompagnement sur ces thématiques-là. Donc voilà, comment on crée une gouvernance collective, une coopération, quels sont les modes de financement possibles, comment on crée des passerelles entre les différentes expertises, ce qu'on a commencé à travailler en 2021 et qui maintenant est assez avancé sur comment on fait travailler des experts des différentes santé. Au niveau local, on a également des demandes. Les villes, on en parlait, une intervenante en parlait tout à l'heure, mais les villes ont des besoins manifestes de repenser l'espace urbain. Personnellement, je fais partie du groupe 3, de notre groupe 3 qui est One Health in Urban Settings, donc un groupe qui travaille sur ces dimensions du One Health dans l'espace urbain. Le projet est de créer une matrice de diagnostic One Health pour les villes. Donc voilà, on travaille sur ce sujet particulièrement. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les villes, etc. Mais bien sûr, nous sommes un forum avec des experts, donc on compte sur vous, on compte sur les experts pour porter ces initiatives. Les formations, on ne va pas les faire tout seul. Donc il faut nous associer à l'Académie de l'OMS, à des porteurs de formation, et donc associer, mobiliser l'ensemble des compétences. Le dernier point, et non des moindres, c'est que ce forum, il a un événement annuel d'importance pour justement mobiliser l'ensemble de ces experts. Cette année, c'est à Lyon, comme en 2023, du 2 au 5 novembre. Donc, il va y avoir un événement sur 4 jours qui va démarrer à la mairie de Lyon pour sensibiliser les citoyens avec des initiatives locales. Le 3 novembre, la journée mondiale du One Health, il y aura une session, une journée de plénière au Centre international de recherche sur le cancer, avec des présentations venant du terrain, puisqu'on a en amont de ce forum, nous avons 8 conférences préparatoires internationales en différents pays. Ça passe des USA, Brésil, Sénégal, Inde, Bangladesh. Voilà. Toutes ces recommandations vont émerger du terrain. Et bien sûr, on aura les recommandations de nos experts des working groups
qui est un point d'étape important, puisque l'objectif à l'issue de ce forum, c'est de publier un document qui sera présenté pour les 10 ans de l'accord de Paris, donc un document de synthèse de ces différents travaux pendant le forum. Voilà, j'espère que j'essaie de faire court. Merci. Merci beaucoup, Lauriane. Merci. Alors, on appelle la première intervenante de la session, en l'occurrence Dana Joella Djoulako, qui est experte en santé publique, biologiste médicale de formation, diplômée du master de santé publique de Pasteur CNAM et doctorante à la faculté de médecine de l'université de Leipzig. Donc, elle mène actuellement des recherches dans une approche One Health sur la résilience des systèmes de santé face à la résistance antimicrobienne entre l'Allemagne et le Cameroun. Bonjour à toutes et à tous et merci Stéphanie pour cette introduction. Alors, comme nous le savons tous ici présents, la pandémie de Covid-19 a profondément bouleversé nos systèmes de santé, mais elle a aussi agi comme un révélateur de nos vulnérabilités, bien sûr, mais aussi parfois de notre capacité à réagir, à nous adapter et à inverser des tendances que l'on pensait irréversibles. C'est dans cette optique que nous avons mené une étude au Centre médical universitaire de Leipzig, en Allemagne, portant sur plus de 340 000 patients entre 2017 et 2023. L'objectif était d'évaluer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'acquisition des infections nosocomiales multirésistantes en lien avec les dynamiques de gouvernance hospitalière. Nous avons donc mobilisé une approche rétrospective combinant données cliniques et microbiologiques et avons appliqué un modèle statistique robuste, notamment la gestion logistique avec termes d'interaction, question d'isoler l'effet COVID. Et les résultats sont contre-intuitifs en ce sens où, alors que la littérature suggère souvent une aggravation liée à la forte utilisation et parfois inappropriée d'antibiotiques en milieu hospitalier, pendant la pandémie, nous avons observé une baisse significative, c'est-à-dire que la proportion d'infections multirésistantes au centre hospitalier universitaire de Leipzig est passée de 10,14% à 8,7% pendant la pandémie. Cela représente une réduction relative du risque d'acquisition de 18% selon notre modèle. Comment expliquer donc cette amélioration? Très probablement par l'application rigoureuse des mesures de prévention, entre autres le port du masque, l'hygiène renforcée des mains et la réduction des flux de patients. Bref, des gestes simples mais systématisés qui ont engendré un effet protecteur inattendu. Cependant, cette baisse globale cache des disparités préoccupantes. Les séjours prolongés sont restés des facteurs de risque majeurs et certaines bactéries comme Klebsiella pneumoniae et Enterobacter cloacae, résistants au carbapenem, ont progressé, révélant donc des poches de vulnérabilité. Et si les enfants et les personnes âgées ont vu leur risque diminuer, cela interroge les mécanismes différenciés à l'œuvre. Ce paradoxe oblige donc à nous poser une question de fond. Comment transformer les réflexes de crise en politique durable? Comment faire en sorte que les bonnes pratiques ne disparaissent pas avec l'urgence et surtout, comment bâtir une gouvernance hospitalière résiliente capable de garantir la sécurité des patients même en période de crise. C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit actuellement mon projet de thèse, une analyse comparative entre deux systèmes hospitaliers, l'un en Allemagne et l'autre au Cameroun, ancrés dans des contextes économiques contrastés. Elle porte à la fois sur la dynamique de ces infections en milieu hospitalier avant, pendant et après la pandémie de Covid-19, mais aussi sur l'évaluation des programmes de prévention et de contrôle des infections, ce qui permettra donc d'identifier les leviers d'une gouvernance hospitalière capable d'intégrer durablement les leçons de la pandémie, quels que soient les niveaux de ressources ou le contexte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous appelons donc le deuxième
présentateurs. Donc, Alexis Petot de Lyon, qui nous parlera du développement d'une approche multisectorielle, locale, au service de l'éco-épidémiologie de zoonoses transmise par l'eau, au cas notamment d'une leptospirose dans l'écosystème du Grenan. Et Alexis, tu es, je crois, docteur vétérinaire et doctorant en éco-épidémiologie. Tu as principalement étudié la leptospirose, notamment chez les ruminants. Passer à la deuxième slide. Bonjour à tous, donc merci pour cette présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait pendant ma première année de doctorat. Donc cette thèse, elle porte sur la leptospirose, comme on l'a dit, et plus précisément sur la compréhension des communautés de persistance liées à cette maladie. Donc la leptospirose, très rapidement, c'est une maladie zoonotique bactérienne qui est liée à cette maladie, donc à cette bactérie, pardon, donc la leptospire. Et cette bactérie, en fait, elle se transmet essentiellement chez les mammifères. Et ces mammifères, ils se contaminent par contact avec une eau qui a été contaminée par l'urine, principalement de rongeurs, mais en tout cas d'autres réservoirs. Mais en fait, cette eau contaminée, elle rentre dans un écosystème qui est plus large, qui comporte des hôtes à la fois réservoirs et non réservoirs, qui vont interagir entre eux, mais également différentes composantes environnementales, la température de l'eau, le pH, l'ensoleillement, la pluviométrie. Et en fait, tous ces éléments associés les uns avec les autres vont constituer ce qu'on appelle une communauté de persistance. Mais là, comme vous pouvez un petit peu commencer à le voir, une communauté de persistance, c'est très complexe. Ça inclut plusieurs interactions, plusieurs phénomènes biologiques, biochimiques. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outils qui permettent de comprendre et de décrire ces communautés de persistance de la leptospirose. Donc nous, on a décidé, pour étudier ça, d'aller sur le terrain, sur un site de canyoning. Donc ici, on a une petite photo de ce site. Donc c'est le site du Grenan, qui se trouve en Savoie, et où il y a eu en fait plusieurs cas humains ces dernières années. Et donc on est allé sur ce site et on s'est dit, pour pouvoir comprendre cette complexité de la communauté de persistance, on a besoin d'avoir des données un peu de diverses sources. Donc on a essayé de créer ce qu'on appelle, on a essayé de créer un réseau d'acteurs multisectoriel. Donc pour créer ce réseau, d'abord, on a listé tous les acteurs de tous les secteurs qui pouvaient nous intéresser. Et pour ça, on a été à la fois la littérature grise et des discussions qu'on a pu avoir avec certains acteurs locaux. Et après, on a interroger ces différents acteurs qu'on avait listés lors d'entretiens dits semi-dirigés. Ces entretiens semi-dirigés, ils avaient trois objectifs principaux. Le premier, c'était de comprendre la perspective qu'avait chaque acteur par rapport à la leptospirose et au canyon du Grenan, voir quel intérêt il portait à cette problématique. Ensuite, le deuxième objectif, c'était de voir quelles relations ces acteurs pouvaient avoir déjà entre eux et quel était le type de relation qu'ils entretenaient. Et enfin, le troisième objectif, c'était de voir par rapport à notre projet qu'on leur proposait, est-ce qu'ils étaient intéressés, est-ce qu'ils voyaient déjà des freins à leur participation et quel type de données ils pouvaient nous apporter. Donc à ce jour, ça nous a permis de rassembler je dirais déjà une bonne trentaine d'acteurs issus de plusieurs secteurs, donc à la fois de la santé humaine, de la santé animale, de la santé environnementale, mais aussi de la faune sauvage, des acteurs socio-économiques, des acteurs de politique locale. Et en fait, tous ces acteurs aujourd'hui ils vont nous permettre d'obtenir les données qu'il nous faut. Et on pense que ce type d'approche, par création d'un réseau d'acteurs, peut être transposé sur d'autres écosystèmes, parce qu'en fait, chaque écosystème, on pense, va avoir sa propre communauté de persistance, donc peut être transposé à d'autres écosystèmes et à d'autres pays à l'avenir. Je vous remercie pour votre attention et on pourra se retrouver pour en discuter plus tard. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça marche, merci beaucoup. On appelle maintenant Madame Célia Mir-Alvarez, qui a fait un master en santé globale à Maastricht et qui a fait ensuite une thèse en études sociales des sciences et des techniques à l'université Paris-Cité, thèse qu'elle va soutenir dans quelques jours, le 16 octobre. Et dans sa thèse en particulier, elle analyse les stratégies de gestion de la pollution de l'air urbain telles qu'elles sont promues par les acteurs de santé globale dans les pays du Sud, avec un cas d'étude sur Casablanca. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphanie pour cette introduction. Donc voilà, je soutiens ma thèse dans 2 semaines. Donc là, je vous amène directement dans le 5e et dernier chapitre de ma thèse pour vous donner peut-être envie de venir m'entendre le 16 prochain à Paris. Donc ici, on est tous intéressés par la santé globale et on pourrait considérer la pollution de l'air tout à fait comme un problème de santé globale, traité comme tel par des acteurs comme l'OMS ou la Banque mondiale. Par contre, et malgré ces constats, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau national et locaux,
les acteurs de la santé publique n'ont pas forcément un rôle central dans la gestion de la pollution de l'air. Plusieurs exemples qui viennent des pays du Nord, mais aussi des pays du Sud, nous montrent comment ces acteurs ont souvent un rôle important quand le problème de la pollution de l'air prend forme dans un contexte spécifique, mais avec le temps, ces acteurs semblent disparaître de l'action publique et on n'a pas trop d'explications de pourquoi en fait ceci se passe. Dans le Maroc, le pays que j'ai étudié pendant ma thèse, on observe le même constat. Et du coup, la question à laquelle j'ai essayé de répondre dans ce chapitre, c'était d'abord de comprendre pourquoi cela a lieu et ensuite de voir les effets concrets que cette absence a sur la santé publique au Maroc. Du coup, pour collecter mes données, je fais du terrain au Maroc, je fais presque 80 entretiens avec les acteurs pertinents, en plus d'une revue de la littérature, des rapports, etc. Et du coup, le premier résultat que je voulais mettre en avant ici, c'est une espèce de reconstruction socio-historique qui pourrait expliquer peut-être cette faiblesse, si vous voulez, des acteurs sanitaires dans la gouvernance du problème de santé environnementale généralement, mais de la pollution de l'air spécifiquement. Je mets en dialogue différentes disciplines qui, ensemble, me semblent dessiner un cadre qui me semble intéressant. En gros, ce qu'il nous raconte, c'est que dans les années 60 et 70, on voit une prolifération d'acteurs dédiés à des sujets environnementaux et on voit ça à toutes les échelles. Et au niveau international particulièrement, ces nouveaux acteurs environnementaux prennent des sujets, des surveillances environnementales qui avaient été lancées par des acteurs sanitaires. Du coup, l'OMS avait un projet de suivi de la pollution de l'air dans les grandes villes du monde, mais ces projets passent à être sous les contrôles du Programme des Nations Unies pour l'environnement dans les années 70. Et au niveau national, on voit comme ces nouveaux acteurs environnementaux développent des liens souvent assez proches avec des acteurs industriels en marginalisant encore une fois les acteurs de la santé. Et là, en fait, on a un exemple français qui nous parle très bien de ça. Et si on va spécifiquement dans les pays du Sud, qui est quand même les pays dans lesquels je me suis centrée dans ma thèse, la littérature sur la santé globale nous montre comment ces pays ont reçu souvent des aides pas du tout axées sur la santé environnementale, en fait. Et du coup, aujourd'hui, on a des pays où on voit ce qu'on appelle les burdens of disease changer vers des expositions chroniques, des expositions liées à l'environnement, mais on n'a pas trop les capacités locales pour gérer ça. Et du coup, pour finir et montrer un peu les impacts ou les effets concrets de tout ça sur la santé environnementale au Maroc, bah, on voit comme la santé environnementale n'est pas trop priorisée dans ce pays. On voit une complète stagnation des méthodes épidémiologiques pour surveiller les impacts de la pollution de l'air sur la santé. Et du coup, ces impacts sur les citoyens ne sont pas forcément pris en compte ou priorisés par les acteurs sanitaires. Ils sont quand même subis par les populations, par contre, mais ils ne sont pas visibilisés et du coup, ils ne sont pas dans la discussion publique. Et du coup, au Maroc, au moins, c'est la rejoindre l'argument central de ma thèse qui est de dire que tout cela contribue que des sujets environnementaux comme la pollution de l'air soient dépolitisés et du coup, pas traités par l'État. Et je m'arrête là. Merci. Merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je suis sûr qu'on aura certainement des questions à ce sujet. En appelant donc la quatrième personne, le quatrième intervenant, donc Alice Bazo, qui nous parlera de l'appropriation institutionnelle du cadre One Health au Sénégal, un pays qu'on connaît bien, à travers le discours de ses acteurs, les atouts, dynamiques et dépendances. Et vous êtes diplômé en sciences politiques et en santé publique à l'ISPED. Vous vous intéressez à l'approche One Health depuis 2 ans, notamment à son opérationnalisation dans les pays africains, avec une étude plus spécifique du cas sénégalais. Et vous avez la particularité d'utiliser les méthodes mixtes. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de partager avec vous une partie de mon étude qui porte donc sur l'appropriation institutionnelle de l'approche One Health au Sénégal. Tout d'abord, pourquoi le Sénégal? Vous devez savoir que le Sénégal représente l'innovation institutionnelle par excellence parmi tous les pays africains dans la mise en place de l'approche One Health. En effet, en 2017, le Sénégal a établi une plateforme nationale One Health. Cette plateforme est un cadre formel de coordination multisectorielle qui regroupe donc les professionnels des 3 santé, donc la santé humaine, environnementale, animale, ainsi que d'autres parties prenantes et qui se retrouvent de manière régulière pour donc mettre en place cette approche. Ce qui est innovant, ce n'est pas tant l'institution en elle-même, mais c'est plutôt sa structure, parce que la plateforme, elle est directement rattachée sous la présidence du Premier ministre. Cette configuration donc, donne une légitimité politique à la plateforme, mais également une indépendance politique de la plateforme vis-à-vis des autres ministères, ce qui devrait limiter les jeux de pouvoir entre les ministères. C'est pour cette raison donc, qu'il était intéressant d'étudier ce nouveau phénomène institutionnel d'un point de vue structurel.
Pour ce faire, j'ai donc mené une étude qualitative, transversale, descriptive, avec une approche de l'ethnographie institutionnelle. Je menais une quinzaine d'entretiens semi-directifs auprès des responsables politiques à partir du niveau centralisé, donc à Dakar, jusqu'au terrain. Donc, j'ai pu avoir des résultats assez remarquables sur 3 volets. Premièrement, j'ai pu donc faire un état des lieux sur les 4 C de l'approche One Health spécifiquement au Sénégal. Par la suite, j'ai pu établir une cartographie augmentée de la structuration multisectorielle de l'approche One Health au Sénégal et j'ai découvert 2 nouveaux acteurs que je vous laisserai donc découvrir dans mon poster. Et enfin, j'ai pu aussi mettre en avant une appropriation incrémentale de cette approche au Sénégal, mais qui demeure fragile. Et j'ai notamment employé la notion de complémentarité institutionnelle réactive pour le cas sénégalais. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très dynamique. Maintenant, on appelle Mohamedou Moustapha Sow, qui va nous parler de gouvernance de la gestion de l'antibiorésistance au Sénégal. Donc, en l'occurrence, Mohamedou est spécialiste des productions et de la santé animale. Il est actuellement en thèse de santé publique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et sa thèse porte donc sur la gouvernance de la gestion de l'antibiorésistance au Sénégal. Merci pour la présentation. Juste une diapositive. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je pense que le décor est déjà posé. L'étude précédente part du Sénégal. Maintenant, nous, on s'est plus intéressé dans le cadre de ma thèse, surtout le chapitre 1, qui est l'article reviewing actuellement sur BMC, Global Public Health, actuellement. Donc, comment on s'est intéressé? Alors, la résistance aux antibiotiques, comme on le sait, c'est une problématique assez mondiale. Au Sénégal, c'est la 2e cause de mortalité associée, avec près de 12 000 décès. Mais par contre, on n'a pas 12 000 parties prenantes pour la plateforme One Health. Donc, on s'est juste intéressé aux capacités de cette plateforme One Health à pouvoir gérer cette problématique assez complexe. Donc, on a fait quand même l'historique de cette plateforme au niveau du Sénégal, qui date depuis les années 2000, avec le PRONALIN, le programme de gestion des maladies nosocomiales, qui a migré entre-temps avec l'adoption de la politique globale de l'OMS, qui a donné naissance à la mise en place de la plateforme, directement rattachée au niveau de la primature, mais précédemment logée au niveau du ministère de la Santé. Cette migration, quand même, pose institutionnellement un enjeu de pouvoir, derrière, comme on l'a dit précédemment dans l'autre étude. Maintenant, nous, en s'intéressant à cette institution, on a mené une trentaine d'entretiens avec ces parties prenantes, qui sont au nombre de 14, qui sont au nombre de 64, avec screening avec les acteurs, surtout les experts du domaine. On s'est retrouvé avec une trentaine d'acteurs avec qui on a fait des entretiens, sauf que beaucoup n'ont pas voulu participer, surtout ceux de la santé humaine, parce que quand on fait une migration de pouvoir, quand même, on délaisse certaines parties prenantes qui ne veulent plus participer. À partir de ce moment, en faisant cette étude qualitative, on s'est retrouvé en recherchant les facteurs qui favorisent quand même les capacités de la plateforme One Health. On se retrouve avec 5 grands facteurs majeurs. Déjà, l'existence et le positionnement de la plateforme au niveau de la primature qui lui donne quand même une certaine légitimité politique à pouvoir mieux gérer ses activités. Il y a aussi l'apport des partenaires techniques et financiers qui est un couteau double tranchant, parce que déjà, par rapport à l'implémentation de certaines activités, c'est plus facile, les ressources sont disponibles, mais sur la durabilité, ça pose quand même des problèmes, et sur l'influence de la formulation des politiques qui s'alignent plus aux politiques globales, ce qui peut quand même piéger les pays dans le futur pour pouvoir être autonomes. Maintenant, il y a aussi l'existence d'un cadre légal qui gère la gestion des antibiotiques, mais dont l'applicabilité reste quand même pose problème pour l'instant dans nos pays. Il y a aussi les performances de nos systèmes de santé, mis à l'épreuve déjà avant par Ebola, après par la COVID. Actuellement, nous sommes en train de vivre au Sénégal 2 épidémies de FVR et de Mpox, mais la résilience quand même de notre système de santé fait qu'on espère pouvoir s'en sortir, et c'est un facteur majeur dans la gouvernance. Il y a aussi la connaissance des capacités et la posture des acteurs qui ont eu l'expérience de gérer quand même des problématiques complexes One Health, mais à ce jour, l'enjeu de pouvoir demeure essentiel au niveau de cette gouvernance. Donc, pour vous donner ça, c'est juste bref aperçu. Pour plus d'informations, notre poster est présenté derrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. Donc, merci beaucoup. Une présentation très intéressante. Donc, nous allons passer à la prochaine présentatrice. Donc, nous appelons Emma Echeverry-Chave, qui va nous parler d'une étude écologique sur les infections associées aux soins dans le monde et le produit intérieur brut. Vous êtes diplômé d'un Master 2 en santé publique avec un parcours santé mondiale de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Vous avez également fait un stage de fin d'études au Centre international de recherche en infectiologie. Merci beaucoup. Du coup, dans le cadre de mon stage de Master 2 en santé publique, parcours santé mondiale, j'ai mené un travail de recherche au Centre international de recherche en infectiologie sous la direction du professeur Philippe Vanem sur les infections associées aux soins. Les infections associées aux soins représentent un enjeu majeur de santé publique et d'ampleur mondiale, et elles ont un fort impact sur la mortalité, la morbidité et les coûts hospitaliers, ainsi que la résistance aux antibiotiques. L'OMS estime qu'elle touche près de 7% des patients hospitalisés dans les pays à revenus élevés et environ 15% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. De plus, les ressources économiques des pays sont des déterminants de santé importants. Et la question à laquelle nous avons voulu répondre, c'est est-ce qu'il existe un lien entre les ressources économiques des pays et la prévalence des infections associées aux soins. Pour cela, nous avons mené une étude écologique rétrospective à partir de 95 enquêtes nationales de prévalence des infections associées aux soins qui ont été publiées entre 1984 et 2023. Et on a inclus uniquement les pays ayant au moins 2 mesures de prévalence, donc en total de 19 pays. On a aussi utilisé la donnée de PIB par habitant issue de la Banque mondiale. Et on a observé une augmentation du nombre d'études publiées au cours du temps, ce qui montre un réel intérêt croissant pour la surveillance des infections associées aux soins. On a également une prévalence moyenne pondérée des patients avec au moins une infection associée aux soins la plus élevée en Amérique, avec environ 8%, et la plus faible au Pacifique occidental, avec environ 4%. On a également observé une tendance à la baisse de la prévalence des infections associées aux soins lorsque le PIB par habitant augmente. Même si ce n'est pas statistiquement significatif, on a une p-value de 0,09. Et enfin, ces résultats doivent être nuancés car il s'agit d'une étude écologique, donc sans données individuelles et avec des facteurs de confusion non contrôlés. On a également peu d'enquêtes de prévalence, ce qui limite la puissance statistique. Et enfin, il manque des données dans les pays à faibles ressources, puisque 77% de ces enquêtes de cette étude proviennent de pays à revenus élevés, ce qui limite les comparaisons au niveau global. Et donc, pour moi, l'enjeu de gouvernance qui me semble important, c'est de renforcer la mesure de prévalence des infections associées aux soins à l'échelle mondiale et particulièrement dans les pays à ressources limitées, et également d'identifier des moyens de contrôle de ce risque infectieux en tenant compte des ressources disponibles et des contextes locaux. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup et merci à tous les intervenants parce qu'on est vraiment en train de tenir le temps sans aucun souci. Il nous reste trois intervenants dans la session. Donc, on va maintenant entendre Alison Maury sur la mobilisation internationale en santé mentale, enjeux, défis et opportunités. Donc, elle va être en distanciel. Elle est diplômée du Master Gouvernance des relations internationales de Sciences Po Toulouse et elle a réalisé un mémoire de recherche sur la mobilisation internationale en santé mentale. Donc, ce qu'elle va nous présenter maintenant. Elle a ensuite travaillé sur des enjeux de santé mondiale au ministère de la Santé, au ministère des Affaires étrangères et au sein de l'association Focus 2030. Elle est actuellement chargée de mission santé mondiale à l'ambassade de France à Bangkok, d'où elle va nous parler maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphanie pour l'introduction. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien.
Super, merci beaucoup. Donc, dans le cadre d'un mémoire de recherche, moi, j'ai travaillé sur la mobilisation internationale en santé mentale, qui est un sujet encore trop souvent relégué au second plan, malgré des besoins très importants dans le monde. En effet, aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes, soit une personne sur 8 dans le monde, vivent avec un trouble mental. Pourtant, les investissements, ils restent très faibles. En moyenne, 2% des budgets de santé nationaux y sont consacrés. Face à ce constat, j'ai cherché à répondre à la question suivante. Comment s'organise la mobilisation internationale en faveur de la santé mentale et quelles peuvent être ses opportunités et ses difficultés? J'ai cherché à explorer ce sujet en mobilisant les concepts de la sociologie de l'action publique appliquée à l'échelle internationale, comme avec les notions notamment de mise sur agenda, de réseau d'acteurs ou encore de fenêtres d'opportunités politiques. Ces concepts m'ont permis d'analyser les dynamiques en cours à partir des informations recueillies lors d'entretiens menés avec des professionnels engagés dans les politiques et le plaidoyer en santé mentale à l'échelle internationale. J'ai ainsi pu constater qu'aujourd'hui, la santé mentale elle gagne en visibilité sur la scène internationale, mais elle reste largement en retrait par rapport à d'autres enjeux de santé publique. J'ai donc essayé d'identifier plusieurs barrières qui peuvent expliquer cela. D'abord, la santé mentale, c'est une notion qui est complexe, difficile à définir et donc à traduire parfois en politique concrète. La stigmatisation de la santé mentale freine aussi la mobilisation et donc l'investissement politique. À cela s'ajoute un manque de données à l'échelle mondiale, ce qui ne permet pas toujours de visibiliser la question. Le manque de coordination des acteurs et de leadership peut aussi freiner les efforts de mobilisation en santé mentale. Et la santé mentale souffre aussi de la concurrence avec d'autres enjeux de santé publique, souvent perçus comme plus prioritaires, comme les maladies transmissibles, dans un contexte où l'agenda mondial il est limité. Enfin, le concept même de global mental health est parfois débattu. Il doit encore trouver un équilibre entre une approche globale de la santé mentale et un respect des spécificités locales. Cependant, on voit ces dernières années qu'il y a de nouvelles opportunités qui émergent et qui ouvrent la voie à une inscription plus forte de la santé mentale à l'agenda international. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui portent la question, notamment de plus en plus d'organisations internationales, mais aussi de plus en plus d'États qui peuvent être moteurs de la question, des ONG ainsi que des chercheurs. Il y a aussi de nouvelles initiatives qui voient le jour, comme les World Mental Health Summit, qui sont à l'initiative des États. Enfin, la pandémie de Covid-19 a mis la lumière sur les enjeux de santé mentale et a ouvert une véritable fenêtre d'opportunité pour inscrire la santé mentale comme priorité politique. Je terminerai en soulignant que pour la première fois la semaine dernière, la santé mentale a été pleinement intégrée à l'agenda politique d'une réunion de haut niveau à l'Assemblée générale des Nations unies. On constate donc aujourd'hui que la mobilisation autour de la santé mentale elle progresse, mais il est crucial de saisir de nouvelles opportunités pour inscrire durablement la santé mentale à l'agenda mondial, avec aussi des investissements à la hauteur et des actions concrètes. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à la présentation suivante. Donc, nous invitons Jay Revenas, qui nous parlera des sociopolitiques, des enjeux vaccinaux mondiaux, l'analyse critique du dispositif COVAX. Vous êtes docteur en pharmacie, diplômé de Sciences Po Toulouse et de la London School of Economics, et vous travaillez actuellement en tant qu'expert en suivi et évaluation pour le projet européen TESS-MA+, qui est dédié à l'indépendance pharmaceutique en Afrique. Et vous avez dédié votre mémoire de fin d'études justement au dispositif COVAX. Vos travaux explorent les dynamiques sociopolitiques des enjeux vaccinaux mondiaux, avec l'exemple du COVAX, et les modèles de gouvernance en santé mondiale et les stratégies d'innovation dans les pays du Sud. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Mesdames et messieurs, imaginez un soignant dans un pays à faible revenu, au plein cœur de la pandémie de Covid-19, recevant enfin ses premières doses de vaccin grâce au mécanisme COVAX. À cet instant, une promesse se matérialise, celle d'un monde capable de se mobiliser collectivement pour protéger les plus vulnérables. Mais une question vertigineuse demeure, comment garantir un accès équitable au vaccin quand chaque pays défend d'abord ses propres intérêts? C'est pour répondre à ce défi qu'a été créé COVAX, une initiative inédite portée par l'OMS, l'Alliance du vaccin Gavi et la CEPI, destinée à mutualiser les efforts et à distribuer les vaccins de manière équitable. Mon travail s'est attaché à une interrogation simple. COVAX a-t-il tenu sa promesse d'équité vaccinale? Et que nous dit son expérience sur la gouvernance internationale en santé?
Pour y répondre, j'ai mobilisé 3 approches, l'étude de la littérature et de données chiffrées, des entretiens semi-directifs avec des experts et avec des acteurs de terrain, et enfin une lecture sociopolitique des dynamiques à l'œuvre. Les résultats sont clairs. Oui, COVAX a permis de livrer près de 2 milliards de doses, dont 74% aux pays à faible revenu. C'est un exploit logistique inédit. Mais pour atteindre une immunité mondiale, il aurait fallu plus de 11 milliards de doses. Autrement dit, nous avons couru vite, mais pas assez loin. Et surtout, derrière ce succès apparent, une faille majeure est apparue. Le dispositif reposait principalement sur la bonne volonté des États et des entreprises, sans capacité réelle d'imposer des règles communes. Conséquence, les accords bilatéraux ont siphonné l'accès, les pays développés ont parfois contribué en dessous de leur juste part, et les objectifs initiaux ont dû être revus à la baisse. Ces constats résonnent actuellement avec mon expérience dans le suivi et évaluation de projets au sein de la Team Europe MAF+, donc pour la fabrication de produits de santé et de vaccins en Afrique. Il montre à quel point la gouvernance mondiale reste fragile, capable de mobiliser rapidement, oui, mais incapable de garantir l'équité lorsque les intérêts nationaux prennent le dessus. Alors que retenir pour demain? Que la coopération internationale est nécessaire, mais pas suffisante, que l'équité ne peut pas reposer uniquement sur la générosité aléatoire des dons, et que la prochaine étape doit être claire, passer d'une logique de charité à une logique de droit et de justice sanitaire, où la santé mondiale est un bien commun, garanti par des règles justes, transparentes et partagées. Si nous tirons les leçons de COVAX, alors la prochaine crise sanitaire ne sera pas seulement une épreuve, mais également une opportunité, celle de refonder justement une gouvernance mondiale de la santé plus juste, plus solidaire et plus durable. Voilà le véritable défi de gouvernance qui nous attend. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Et on va terminer donc avec la dernière présentation. On va appeler Ariadna Nebo-Giralt, donc qui est pharmacienne en santé publique, qui a plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans des institutions à la fois publiques et académiques intervenant dans des pays du Sud global, qui est actuellement dans sa dernière année de thèse en sociologie à l'Université Paris-Cité et qui étudie la constitution de la profession du pharmacien dans les organisations internationales de santé. Merci pour cette présentation. Je vais essayer de tenir mon temps aussi, sans courir. Donc, quand on dit pharmacien, si je vous dis pharmacien, vous imaginez très probablement un professionnel de santé qui connaît sur les médicaments et qui souvent il est proche des patients, soit à l'hôpital, soit à l'officine. Mais si je vous dis pharmacien global, vous imaginez quoi? Peut-être pas grand-chose. Pourtant, il y a bien des pharmaciens dans les organisations internationales de santé, dans les OIS, donc dans des ONG, dans des fondations, dans des instituts académiques, dans des agences des Nations Unies qui s'engagent à intervenir dans les Sud globales. Et moi, pharmacienne formée en santé publique, un bon jour, je me suis retrouvée là à travailler avec la coopération internationale. Et je me suis posé une question simple. En quoi ces pharmaciens-là sont-ils différents des pharmaciennes qui travaillent dans le système national? Est-ce qu'il existe une figure de pharmacienne globale? Les médecins et les infirmières, ils ont été largement étudiés, documentés par les sciences sociales et l'histoire. Par contre, la profession de pharmacie, elle reste presque invisible avec peu de travaux qui l'ont regardée et assez éparpillés entre eux. Pour combler ce vide, j'ai décidé donc de constituer un corpus entre 2021 et 2024 à partir de récits de vie, des observations, des entretiens et d'un travail réflexif aussi, d'une littérature critique. Et un résultat fort, il en est sorti, c'est le lien entre les pharmaciens et les médicaments dans ces OIS. Si dans les années 90, une des premières figures des pharmaciens internationales, pharmaciens globales, apparaît dans les ONG, et à ce moment-là, on est dans une période où les droits à la santé dominent, où les systèmes pharmaceutiques sont simples, mais pourtant, les pharmaciens, ils doivent se battre pour faire sa place au sein de ces ONG face à des logisticiens qui sont en charge à ce moment-là de gérer les médicaments. Alors, qu'est-ce qu'ils font les pharmaciens? Ils se battent pour rappeler que l'objet médicament n'est pas une marchandise comme une autre, mais il s'agit bien d'un objet en santé publique. Après les années 2000, tout change. Les circulations des médicaments se mondialisent. Les logiques économiques
s'installe avec l'institutionnalisation de la santé globale et les OIS se multiplient et elles commencent à recruter de plus en plus de pharmaciens au-delà des ONG. Mais face à des systèmes pharmaceutiques complexes, il ne suffit plus la sensibilisation sur l'objet. La gestion des risques devient une priorité. Et à ce moment-là, de nouvelles figures de pharmaciens globaux apparaissent et avec elles de compétences techniques spécifiques concernant la qualité des médicaments sont de plus en plus mobilisées par les OIS. En résumé, dans les années 90, les pharmaciens globaux ressemblaient encore à un pharmacien à niveau national avec une mission de santé publique. Mais aujourd'hui, après les années 2000, mais surtout déjà aujourd'hui, c'est hyper installé, le rôle de ces pharmaciens dans ces organisations est devenu très technique et même crucial pour faire sa place dans ces OIS. Donc aujourd'hui, ces pharmaciens se distinguent nettement de ses collègues au niveau national. Et je me pose une question pour l'avenir et au niveau de gouvernance. Quel type de pharmaciens ces organisations internationales de santé vont recruter dans l'avenir en sachant tout ça? Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va ouvrir la session des questions. Peut-être à distance, Nicolas Koskas, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Oui, j'avais vu une question sur le chat. Je crois qu'il y en a même deux. On va relayer donc les questions qui sont sur le chat. Donc la première question de Ingrid Juikou, je m'excuse si j'écorce votre nom. Vous aimeriez savoir si la fondation OSH, donc la Fondation Une Seule Santé Durable pour Tous, travaille également avec les réseaux africains. Oui. Elle aimerait également avoir le contact de Lauriane. Lauriane pourra lui partager le contact. Aussi de Marie Macaulay. Je pense qu'on peut répondre oui, hein, pour connaître. On peut répondre. Peut-être Lauriane voudra peut-être développer la question du lien avec les réseaux africains. Ou Benoît d'ailleurs. Lauriane, bonjour. Oui, donc le lien. Alors, nous organisons effectivement une conférence préparatoire à Dakar. Une conférence préparatoire internationale qui va réunir un certain nombre d'experts de la région. Cette conférence, elle a lieu le 30 octobre. Donc, on va bientôt communiquer sur notre page LinkedIn et sur nos mailings. Donc, vous aurez l'ensemble des informations à ce sujet concernant cette conférence préparatoire internationale. Donc, l'objectif... Oui, je laisse ensuite la parole à Benoît pour compléter sur ce point. Merci. Très rapidement, effectivement, le forum est né par un engagement très fort international. Professeur Awa Marie Coll-Seck, qui était ministre d'État au Sénégal, est très engagée. Donc, elle amène une délégation africaine, mais évidemment aussi l'Afrique anglophone. Donc, on pourra répondre plus large, mais c'est ouvert aussi avec nos amis qui sont en RDC, notamment Didier Bompang, Jean-Jacques Mouyambé et aussi Roda Wayanze de Mekere Université. Enfin, on ne peut pas tous les citer, mais c'est le chef de file sur l'Afrique, c'est le professeur Awa-Marie Coll-Seck avec Galien Africa. Il y a cette conférence, comme l'a dit Lauriane. Et donc, il y a actuellement 8 conférences préparatoires de OSH Lyon, puisqu'on est dans cette dimension où nous sommes tous à égalité face à ces enjeux sociaux, environnementaux et sanitaires, en fait. Voilà. Merci beaucoup Lauriane, merci Benoît. Et la question suivante donc de Marc Ergo qui nous adresse une question pour Alice Bazo et Moustapha Sao qui note donc que le Sénégal effectivement se distingue notamment en Afrique de l'Ouest, comme l'a souligné Alice, par une transdisciplinarité dans la gestion du One Health. L'épidémie Ebola 2014 a été déterminante dans la mise en place de ces institutions One Health, notamment à travers le centre des opérations d'urgence. On le voit récemment à travers l'épidémie de Mpox, de fièvre de Crimée-Congo. C'est aussi le cas actuellement avec la mobilisation, le cas de la fièvre de la vallée du Rift. Et donc la question, c'est comment serait-il possible d'améliorer encore, selon vous, cette transdisciplinarité opérationnelle et comment imaginez-vous les possibles diffusions des expériences acquises au Sénégal dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest? Peut-être Alice en premier, ensuite Moustapha.
Merci. Pour la première question, je pense qu'il faut vraiment exploiter la plateforme One Health comme un droit où les personnes de différentes santé, mais aussi d'autres parties prenantes, se retrouvent pour échanger. Pendant mes entretiens, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait des réunions une fois par mois entre tous les professionnels de santé et les autres parties prenantes pour échanger sur des nouvelles informations, etc. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc déjà, peut-être il faut répartir sur le fait de rétablir à nouveau ces échanges une fois par mois. Et après, la deuxième question, c'était sur quelle était la deuxième question? Partager, transférer ces bonnes pratiques. Ah, aux autres, oui. Je pense que tout d'abord, il doit y avoir une volonté du pays à rendre plus opérationnelle l'approche One Health. Et peut-être il faudrait aussi avoir des témoignages des personnes qui travaillent directement à la plateforme One Health dans les autres pays. Et je sais que cela est déjà mis en place. Il y a donc notamment la directrice de la plateforme One Health qui donc fait des témoignages auprès des autres pays africains. Je ne sais pas si l'autre doctorant... Ah oui, il est derrière. Déjà, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'Alex a déjà donné les bases. Pour moi, aujourd'hui, pour une appropriation vraiment nationale, on est dans le processus parce que les nouvelles autorités, depuis 2024, ils ont décidé d'institutionnaliser l'approche One Health en passant d'une plateforme qui a été instaurée par arrêté ministériel vers un décret présidentiel qui lui donne aussi une autonomie financière à partir de l'année 2026. Au-delà de ça, pour vraiment opérationnaliser l'approche, c'est partir des plateformes qui sont au niveau régional. Parce que l'architecture administrative sénégalaise, c'est qu'il y a les ministères, mais il y a aussi les services qui sont déconcentrés, qui pour moi sont plus en contact avec les populations, avec les vrais défis de ces populations, qui peuvent remonter l'action publique vers l'action politique. Donc, à partir de ce moment, si on les redynamise déjà, il y en a 3 aujourd'hui sur 14 raisons. Donc, il faudrait qu'on territorialise ça, qu'on intègre les perspectives de ces communautés. Et l'épreuve quand même des épidémies d'Mpox et de grippe aviaire localisées dans le nord du pays en est un parfait exemple. Le comité One Health au niveau de Saint-Louis, où on a décelé ces épidémies, a été l'un des premiers comités mis en place parce qu'on a reconnu cette dynamique quand même des zoonoses et des maladies qui sont très complexes dans cette zone. Donc, la réponse initialement a été portée par le comité One Health et accompagnée par la plateforme One Health. Donc, à partir de ce moment, quand même, il y a une dynamique d'opérationnalisation qui peut porter la durabilité. Maintenant, pour l'autre question, c'est comment partager ces expériences sénégalaises vers d'autres pays. La dynamique, elle est enclenchée parce qu'il y a quand même beaucoup de sous-groupes déjà via WhatsApp où on interagit avec d'autres plateformes du Tchad, RDC et du Cameroun pour partager les bonnes expériences et quand même réfléchir sur les défis qu'il y a au niveau de ces plateformes. Pour moi, si on maintient cette dynamique et qu'au niveau d'une vision commune qu'on ne peut pas choper très rapidement, mais qui est quand même construite avec le temps, je pense qu'on peut quand même avoir une vision commune des acteurs, la collaboration, le partage d'informations beaucoup plus fluide entre les acteurs et les secteurs. On pourra quand même implémenter et mieux porter cette expérience sénégalaise de l'approche One Health. Merci. Merci beaucoup. Et si je peux juste me permettre de rebondir ou de poser une question dans le fil, c'est vrai que cette innovation institutionnelle que vous décrivez, elle n'est évidemment pas sans rappeler les plateformes de lutte contre le sida transsectorielles qui ont été mises en place et qui étaient en général rattachées de la même façon au Premier ministre, avec cette logique justement de dépassement des logiques sectorielles. Dans la lutte contre le sida, il y avait cette question notamment de la démocratie sanitaire qui était quand même importante, de la participation des citoyens à la discussion, à la gouvernance. Est-ce que dans l'exemple sénégalais que vous décrivez, il y a une place justement pour cette forme de démocratie sanitaire et des citoyens ou des représentants des Sénégalais dans la discussion, dans la plateforme? Donc, un des nouveaux acteurs
que j'avais donc découvert. C'est donc les plateformes régionales qui sont en train d'être mises en place, comme a rappelé Mamadou. Et l'autre acteur que j'ai découvert, donc, c'est les clubs One Health des étudiants qui font des journées de sensibilisation auprès de la population, notamment lors de la journée One Health. Par contre, ces sensibilisations dépendent des financements. Et donc, on sait très bien que les financements, ils se sont arrêtés, surtout ceux de USAID. Donc, ça pose vraiment un vrai problème. Donc, peut-être il faudrait réfléchir à une autre façon de faire ces sensibilisations, peut-être avec des groupes de parole ou des causeries dans les villages. Mais du coup, il faudra que quelqu'un, en fait, ait la volonté dans ces clubs de rentrer déjà dans leur village, parce que la majorité de ces personnes, comme ce sont des clubs universitaires, les personnes les étudiants sont soit à Dakar, dans les universités de Dakar ou de Saint-Louis. Et donc, ces personnes devraient rentrer dans leur village pour faire ces sensibilisations. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique qui se pose comme question. Très bien, merci. Je peux permettre également, parce que je pense que c'est une question qui intéresse tout le monde. La question que j'ai, c'est comment, parce que je pense que Mamadou l'a évoqué quand il a évoqué les prérogatives finalement de cette structure qui reprend des prérogatives d'autres ministères, d'autres départements, mais comment assurer que cette plateforme qui existe, mais ne crée pas finalement en nouveau silo, enfin, n'est pas vraiment une nouvelle couche, en nouveau silo, et comment assurer que cette plateforme, plutôt que d'être une structure parallèle, travaille en cohérence et en intégration avec les ministères existants, les ministères de la Santé, les ministères de l'Agriculture. C'est toujours un peu une difficulté quand on met en place une plateforme intersectorielle, c'est de s'assurer que ce ne soit pas simplement une autre couche. Est-ce que cette question, elle est traitée au Sénégal? Quand j'ai mené mes entretiens, c'est mes directives, tout le monde, et aussi surtout les personnes qui sont au ministère de l'Environnement, ils m'ont dit, nous on participe, on reçoit donc les convocations, et pour participer à n'importe quel type de réunion à la plateforme One Health. Donc la plateforme One Health invite vraiment tout le monde et ils ont l'obligation d'y participer. Et donc, je pense que ça, c'est déjà une avancée exceptionnelle, et surtout de la part du ministère de l'Environnement, parce qu'on sait très bien que parfois, il est un peu délaissé, le ministère de l'Environnement, dans l'approche One Health. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment très pertinent. Et surtout, en fait, comme la plateforme, elle est rattachée au Premier ministre, j'avais dit qu'ils ont l'obligation d'y participer. Alors que si la plateforme était sous la présidence du ministère de la Santé, les autres ministères n'ont pas l'obligation d'y participer. Donc, je voulais qu'on pose quand même une autre question, au moins une autre présentation, parce que là, vous en avez pris que deux. Pour Célia Mira-Alvarez, moi, je voulais vous poser la question. Vous allez soutenir dans 15 jours, c'est ça votre... Voilà. Il me semble que vous êtes en pleine actualité. Et est-ce que... Enfin, en pleine actualité de ce qui se passe au Maroc. Et oui, de la Gen Z 212, c'est ça, ou 222, je sais, 212, voilà, c'est ça. Et est-ce qu'au travers de votre étude, votre projet, vous perceviez déjà ce besoin aussi fort, enfin, cette expression du besoin des questions de santé de la part des jeunes? Alors, j'entends peut-être plus depuis qu'on en parle, là, le mot soin que le mot santé, mais quel est votre... Voilà, comment vous articulez votre travail avec l'actualité? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je dois dire que je n'ai pas trouvé beaucoup de groupes citoyens très inquiétés par la question de la pollution de l'air. Je n'ai pas trouvé beaucoup de mobilisation dans ce sujet-là quand j'étais au Maroc. Mais j'y étais 2 fois et j'ai constaté une grande différence de la première à la deuxième fois. Ça, c'était en 2022 et après en 2023. Une sensation de fatigue généralisée. On était en pleine réforme du système de la santé et les gens n'étaient pas du tout contents avec les réformes qui étaient en train d'être mises en place. Ça ne semblait pas du tout répondre aux inquiétudes des citoyens. Là, on était en pleine inflation. Enfin, on avait beaucoup des fronts ouverts pour les citoyens et on commençait à voir que les gens commençaient vraiment à être fatigués. Je pense que je ne m'attendais pas à ces mobilisations qu'on voit dernièrement.
C'est assez fort les répressions qui sont en train d'avoir lieu, mais moi je suis contente que les gens commencent à demander ça parce que c'est pas évident de se mobiliser au Maroc en fait. Et donc le fait que ça monte tellement, ça veut dire, et on vient d'une année, en fait, on a eu beaucoup de grèves de la part des acteurs, des médecins, des pharmaciens, des infirmières. Du coup, ça montre que vraiment, il y a quelque chose qui doit changer et les gens sont en train de demander plutôt fortement. Et du coup, ça me semble particulièrement fort parce que c'est en train d'avoir lieu au Maroc. Donc, j'ai vraiment constaté cette évolution et voilà, il faut voir ce que ça donne. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors peut-être encore une réponse pour tout à l'heure. Peut-être donner la parole, il nous reste quelques minutes en priorité à d'autres questions sur d'autres présentations, peut-être. Pardon. Si vous avez d'autres questions dans la salle. Non, eh ben, très bien. Alors dans ce cas, on va vous donner la parole pour terminer. C'est juste pour quelques compléments pour le cas d'études du Sénégal. Je pense que Alice en a parlé. C'est cette forme de démocratisation, l'implication dans l'approche One Health. Moi, personnellement, je suis un produit de ces clubs One Health qui sont implémentés dans les universités, dont je suis le président dans la partie nord du pays. En plus de cela, je pense que l'exemple le plus parfait, c'est au niveau de Vélingara, où avec l'appui de l'AFD, du CIRAD et d'autres partenaires techniques comme Agronomes Vétérinaires Sans Frontières, on a pu implémenter des cadres de concertation multisectoriels avec les acteurs, les communautés, qui sont à 2 niveaux, à 3 niveaux, disons, niveau régional, niveau départemental, mais niveau communautaire, pour quand même donner la parole à ces communautés qui vivent le plus les incidences de ces problématiques de santé afin de proposer des solutions endogènes qui vont être valorisées au niveau national. Merci beaucoup. Merci, je vais conclure juste. Géré Venaz, je ne sais plus où il est. Moi, j'ai trouvé votre propos très, non pas politiquement correct, mais vous avez quand même montré les aspects positifs, puis les aspects négatifs. Je les ai sentis au même niveau. Quand même, est-ce que votre travail, vous êtes un travail de recherche que vous avez fait, quand même, au bout du compte, votre analyse, c'est pas, on n'est pas dans une réunion politique ici, ni dans une réunion officielle. Donc, votre analyse de COVAX, telle que vous l'avez étudiée, c'est plutôt positif ou plutôt négatif? Parce que c'est un dispositif qui a quand même consommé beaucoup d'énergie, qui a été très spécifique. Et voilà, moi, je m'interroge. Alors, c'est une très bonne question. Si on s'intéresse aux faits, comme je l'ai dit, pour avoir une immunité mondiale, il nous fallait 11 milliards de doses. On est à 2 milliards livrés. C'est un exploit logistique, mais un échec sur les faits. Il y a eu aussi un problème de définition du mot équité. Tous les partenaires, et pendant toute la pandémie, on a entendu des définitions différentes. On a une définition différente du partage. Est-ce qu'il faut livrer des doses à la même hauteur à chaque pays? Est-ce qu'il faut faire en fonction des besoins, des besoins sanitaires de chacun? On a également une définition d'équité en termes de finances. On a vu que des pays développés ont contribué en dessous de leur juste part, donc en fonction de leurs besoins. On en a aussi qui ont contribué bien plus que ce qu'ils pouvaient faire. Donc, et on a aussi une vue très géopolitique des choses. Donc, c'est très mitigé. Je dirais que c'est quand même un exploit parce que c'est le premier dispositif de cette grandeur qui a permis de livrer autant de doses. Mais par contre, on est loin du compte. Oui, alors avant un propos conclusif, juste sur ce point COVAX, c'est vrai qu'il aurait fallu 11 milliards de doses, mais il faut juste peut-être noter dans notre étude, mais il y a aussi, c'est pas juste un problème sur l'offre, la proposition de doses, c'est aussi un problème de demande de doses. À un moment, la demande s'est tarie. Donc finalement, il y a eu des doses, mais elles ont, pour une partie n'ont pas été utilisées et donc la demande a aussi baissé puisque évidemment l'épidémie a suivi la courbe qu'elle a suivie. Donc il y a aussi des questions. Juste sur un mot conclusif, moi ce que je retiens de cette séquence, c'est que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses sont faites, mais que beaucoup reste à faire. Reste à faire pour aboutir à ce qu'on voudrait, c'est-à-dire à mobiliser la gouvernance et la finance mondiale pour mobiliser les investissements nécessaires pour changer
nos modes de production à travers les acteurs économiques pour qu'on transitionne de modes de production et de systèmes économiques nocifs, nuisibles à notre santé, vers des modes de production et des systèmes économiques durables et favorables à notre santé. Sur un ensemble de sujets avec une approche One Health, c'est-à-dire des questions sur lesquelles notre santé dépend de la santé des écosystèmes et des animaux. On en a parlé de certaines de ces questions ici, sur la pollution environnementale, la résistance aux antimicrobiens, on a parlé des zoonoses, des maladies émergentes. Il y a aussi la question des maladies chroniques, les cancers, l'exposition aux facteurs environnementaux. Donc, toutes ces questions, pour les traiter, il faudra des investissements importants, pas que du secteur public, évidemment, du privé, des acteurs économiques. Cette transition, elle est nécessaire, mais je pense surtout qu'elle est possible, parce qu'elle a été faite sur d'autres questions. On célèbre cette année les 10 ans des accords de Paris. Si on compare, on voit qu'avec un travail scientifique important qu'a fait le GIEC et les acteurs scientifiques qui ont établi les faits, ces faits ont permis de mobiliser la gouvernance mondiale et des financements internationaux importants. Par exemple, en des financements FD, nous avons octroyé récemment un demi-milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour les accompagner sur une transition énergétique juste pour sortir du charbon, pas seulement pour sortir du charbon, mais pour assurer que cette transition se fasse de façon juste, c'est-à-dire pour compenser les gens qui sont nuits par cette transition. Et c'est ce même phénomène d'investissement massif qu'il faut aujourd'hui pouvoir susciter pour accomplir ces transitions dans nos systèmes de production agricole, les systèmes de transport, les systèmes de bâtiments, enfin tous nos systèmes de production. Ces transitions sont donc possibles, elles ont été faites, elles peuvent être faites pour peu que la science établisse les faits, éclaire la décision et trace un chemin. Et ensuite, je pense que cette mobilisation sera impossible. Merci. À la première étage. Oui, donc je suis à distance. Voilà. On retrouve le micro à 14h.